Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un épisode un petit peu spécial puisque ça va être un épisode foire aux questions. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait d'épisode foire aux questions, ça fait quelques mois en gros que je n'ai pas fait d'épisode foire aux questions où je réponds du coup à toutes vos questions. Les questions que j'ai prises, c'est des questions qui m'ont été posées sur Spotify. D'ailleurs j'en profite pour te dire que sur Spotify maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité commentaires, donc comme sur Instagram, Facebook, YouTube, etc. Maintenant il y a la possibilité d'en dessous d'une publication d'un créateur de contenu de mettre des commentaires directement chez Spotify. Donc ça c'est une fonctionnalité vraiment cool étant donné qu'en plus je peux répondre à vos commentaires. Donc c'est vraiment très très bien pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, puisque avant vous pouvez juste me répondre à la question de la semaine comme je faisais chaque semaine, mais je pouvais pas vous répondre. Donc c'était assez galère pour moi quand on me posait une question et tout d'y répondre. Maintenant je peux directement y répondre dans l'onglet commentaires, donc c'est trop bien qu'ils aient ajouté ça. Donc si tu as une question, si tu veux me dire quelque chose, etc., maintenant tu as un onglet commentaires chez Spotify. Pour la foire aux questions, j'ai sélectionné toutes les questions qui m'avaient été posées depuis la dernière foire aux questions que j'avais faite. Donc voilà, si ça t'intéresse de regarder la dernière, vas-y. Mais du coup, je vais répondre à toutes vos questions qui m'avaient été posées, pas dans l'ordre forcément, mais j'ai sélectionné une bonne dizaine de questions là que je vais répondre dans cet épisode. Donc première question de Joël Fleurenceau qui me pose une question sur l'apport en protéines. Est-ce que c'est intéressant de se supplémenter en whey toute l'année ? Et concernant le coût, qu'est-ce que j'en pense ? Parce que ça reviendrait quand même assez cher de se supplémenter toute l'année en protéines. Qu'est-ce que j'en pense de supplémenter toute l'année ? Déjà, la supplémentation, il faut bien partir de ton alimentation de base. C'est-à-dire que si tu as dans ton alimentation des carences, si tu as constaté des carences, en effet, c'est hyper intéressant de se supplémenter en complément alimentaire, mais uniquement dans ce sens-là. Il ne faut pas d'abord prendre des compléments alimentaires et après essayer de rééquilibrer l'alimentation. Il faut d'abord essayer de rééquilibrer l'alimentation. Si tu constates qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire via ton alimentation, tu te supplémentes. Donc ça, c'est la première des choses. Si en effet, tu as constaté qu'il te manquait des protéines dans ton alimentation pour avoir un bon rééquilibrage, pour accélérer tes résultats, etc., là, ok, c'est intéressant de se supplémenter en whey protéine ou en protéines végétales, uniquement dans ce sens-là. Et dans ces cas-là, si tu as constaté qu'au quotidien, il te manquait des protéines, c'est intéressant de, au quotidien, prendre des compléments alimentaires pour ça. Okay ? Il y a plein de manières de prendre des compléments alimentaires facilement. Tu peux aussi tout simplement rajouter de la protéine en poudre sans odeur, sans rien dans tes préparations. Admettons, tu fais, je sais pas, une béchamel. Je prends à chaque fois cet exemple parce que c'est ce que je fais et c'est le plus pratique. Par exemple, quand tu fais une béchamel, si tu veux faire des lasagnes, tu peux très bien rajouter aussi de la whey dans ta béchamel. Ça va pas changer le goût de ta béchamel. Par contre, ça va changer la teneur en protéines de ta béchamel, ce qui fait que du coup, ça va complémenter tes apports, etc. Bon, c'est un exemple parmi d'autres de comment prendre des compléments alimentaires facilement au quotidien. Mais effectivement, c'est pertinent. Si tu as noté qu'il te manquait pas mal de protéines tous les jours, etc. dans ton alimentation. Deuxième chose, en ce qui concerne le coût, effectivement, ça coûte un peu cher. Surtout quand on veut prendre de la qualité, je te conseille vivement de ne pas lésiner de la qualité sur les compléments alimentaires parce que y a pas mal d'arnaques sur Internet. Moi, généralement, j'ai toujours un sponsor que je te recommande, etc., que moi-même je consomme parce que j'ai la chance de pouvoir choisir mes sponsors. Donc, si je te fais la promotion d'une marque, c'est que justement je consomme la marque et que j'aime la marque. Donc je te conseille d'aller chez mes sponsors si tu sais pas où prendre des compléments alimentaires. Mais en tous les cas, effectivement, ça coûte un petit peu cher. Après, l'idée, c'est pas de se gaver de compléments alimentaires, c'est plutôt de choisir quel complément alimentaire peut t'aider dans ton cas précis et pas prendre tout en te disant on verra bien, parce que là sinon ça va te coûter cher. Après, si tu prends par exemple que de la whey toute l'année parce que c'est vraiment le truc le plus important pour toi et que c'est ce qui te manque prioritairement, en vrai ça coûte pas si cher que ça, tu vois. Après, c'est sûr que si tu commences à prendre 4, 5, 6 compléments toute l'année, là ça peut revenir à un certain coût par mois, ça je comprends très bien. Par contre, si tu prends un ou deux compléments alimentaires toute l'année, là c'est relativement maîtrisé en termes de coûts et surtout en bénéfice pour la santé. Par contre, tu vas vraiment voir une diff. Donc voilà pour j'espère avoir fait le tour de ta question, Joël. Alors, deuxième question au sujet des protéines.
protéines de Grégory Le Chien qui me met y a-t-il un risque des effets négatifs si on mange trop de protéines? Et est-ce que les pois chiches, les houmous, les quinoas sont des légumineuses? Alors, merci pour ta question, Grégory. Je vais répondre à ta question. Si je me fie uniquement des données de l'ANSES, ok, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, qu'est-ce qu'elle nous dit l'ANSES? Elle nous dit que si tu manges entre 0,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, c'est la fourchette optimale. Ok, en dessous, tu manges pas assez. Au-dessus, c'est pas optimal. Ok, donc ça c'est ce que te dit l'ANSES. Et je suis assez d'accord avec cette fourchette de 0,8 à 2,2 grammes. Maintenant, qu'est-ce que nous dit aussi cette ANSES? Elle nous dit que 2,2 grammes au-dessus, c'était pas optimal, hein, mais si tu manges 2,5 grammes, tu as compris que ça sera pas catastrophique. Ok, ça sera juste pas optimal. Ça commence à être vraiment très dangereux quand tu commences à tourner autour de 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok. Pourquoi? Parce que ça va vraiment mettre un coup à tes reins. Ok, ça peut déclencher certaines pathologies au niveau des reins. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'acide urique et de l'ammoniac qui va se former au niveau des reins, et par la dégradation justement de ces deux molécules, deux substances on va dire, justement tes reins ils vont justement galérer à filtrer ces deux molécules, et du coup forcément ça va poser des problèmes de santé au niveau des reins, donc ça va à long terme entraîner des pathologies rénales, et aussi ça va favoriser un terrain acide à ton corps, et du coup déséquilibrer la balance acido-basique. Donc le fait de déséquilibrer cette balance-là, ça peut entraîner des tendinites, ça peut entraîner des inflammations, et à très long terme des maladies pro-inflammatoires, et peut-être même des maladies auto-immunes. Donc c'est pas drôle du tout. Mais c'est à partir de 5 grammes, enfin autour de 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc la fourchette est vraiment très élevée. Et pour ceux qui se poseraient la question, qui n'auraient jamais calculé ce qu'ils mangent en termes de calories, en termes de protéines, etc., il faut savoir que la fourchette de 2,2 grammes, donc la fourchette optimale maximum que recommande l'ANSES, c'est vraiment très difficile à atteindre. Il suffit de calculer une fois ce que tu manges pour te rendre compte que tu ne vas pas manger de tous les cas assez de protéines. Donc forcément, tu vas jamais te retrouver au-dessus de 2,2 grammes par kilo de poids de corps, ok, et encore moins à 5 grammes, donc c'est plus du double par kilo de poids de corps. Donc c'est vraiment énorme ces chiffres-là. Il faudrait vraiment manger que des protéines toute la journée, donc des compléments alimentaires toute la journée, plus de la viande toute la journée, sans jamais prendre ni de glucides, ni de fruits, ni de légumes, ni de gras, ni de rien du tout. Donc ça serait vraiment très compliqué à atteindre ces chiffres-là. Il faudrait le faire tout le temps en plus. Donc c'est pas encore une fois une journée qui va ça va mettre peut-être un coup à terrain. Mais je veux dire, qui fait ça quoi? Qui prend de la viande toute la journée, des compléments alimentaires toute la journée, sans légumes, sans glucides, sans fruits, sans gras, sans rien du tout, juste des protéines, pour se retrouver à des valeurs qui sont vraiment extrêmes. Et même en faisant ça, il faudrait quand même en manger une certaine quantité, hein. Donc voilà. Donc les valeurs de manger trop de protéines, faut pas trop en avoir peur. Enfin, faut même pas du tout en avoir peur. Si tu as une consommation raisonnable de tout, que tu essayes d'avoir une alimentation équilibrée, il n'y a aucun risque pour que tu manges trop de protéines, hein. Je sais pas pourquoi, il y a pas mal de gens qui disent ça, qu'on peut en manger trop, etc. C'est des gens qui n'y connaissent rien. Franchement, c'est impossible. Franchement, l'overdose, on va dire, est impossible. Vraiment, crois-moi sur parole. Et puis, si tu ne me crois pas sur parole, calcule par toi-même. Tu verras que ces chiffres-là sont inatteignables. Pour ce qui est des pois chiches, houmous, quinoa, donc le houmous c'est pas une légumineuse, hein, c'est issu du pois chiche, hein, c'est une recette le houmous. Donc les pois chiches, oui, sont des légumineuses, et je recommande, il y a aucun souci. Et le quinoa, non, c'est pas une légumineuse, c'est une pseudo-céréale, c'est une graine quoi, grosso modo. Les légumineuses sont généralement plus riches en protéines et moins riches en glucides, et les pseudo-céréales, etc. sont généralement plus riches en glucides et moins riches en protéines. Voilà. Mais voilà, faut les connaître, les légumineuses, on va dire.
Et si tu les connais pas, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est de les reconnaître pour savoir dans quoi il y a des protéines, puisque comme je te l'ai dit, c'est très difficile d'atteindre ces quotas en protéines. Donc, il faut être un peu à la chasse des aliments qui en contiennent et délaisser un peu ceux qui en contiennent pas, puisque c'est très difficile à atteindre les valeurs que je t'ai données. Troisième question de ARGWLD. Ok, le pseudo imprononçable, qui me met, tu parles de cortisol et donc être dans l'action, mais qu'en est-il de l'ennui sur les pulsions alimentaires? Quel est le mécanisme dans cette situation et comment y pallier? Donc oui, j'avais fait un épisode sur les pulsions alimentaires, etc. Ça t'intéresse, va le voir. Et je parlais que le cortisol, effectivement, inhibait les récepteurs justement de l'appétit. Et ce qui fait que quand ton taux de cortisol chute parce que tu n'es plus en situation de stress, eh bien, tu avais l'apparition de pulsions alimentaires. C'est un phénomène qui a été observé. Je t'invite, encore une fois, si tu n'es pas au courant, à aller voir mon épisode dessus. Par contre, effectivement, l'ennui lui aussi peut déclencher les pulsions alimentaires. J'en ai pas parlé parce que c'est pas quelque chose d'hormonal, mais effectivement, c'est plutôt un comportement, mais effectivement, ça peut également jouer dans l'apparition des pulsions alimentaires. Et ce qu'il faut comprendre avec les pulsions alimentaires, c'est que c'est exactement le mécanisme qu'une drogue, ok, pour le cerveau. Donc de la même manière, tu vois, qu'un fumeur qui s'ennuie va avoir envie de se fumer une clope, un mangeur compulsif qui s'ennuie va avoir envie de manger du gâteau ou des chips ou ce que tu veux, tu vois. Donc si tu es dans cette situation-là, c'est-à-dire je m'ennuie, donc j'ai envie de grignoter, donc je fais des gros claquages alimentaires, des choses comme ça, eh bien ce que je te préconise, c'est de prendre les mêmes recommandations qu'on recommande à un fumeur, c'est-à-dire de remplacer une habitude par une autre habitude. Donc ça veut dire que si tu t'ennuies, parce que par exemple quand tu rentres du travail, tu te prépares à manger et tu te poses devant Netflix, et le fait de ton cerveau analyse la situation de je mange devant la télé, devant Netflix, j'ai pris l'habitude du coup, je m'ennuie, j'ai pris l'habitude de grignoter. Eh bien, malheureusement, il va falloir remplacer cette habitude de te poser devant la télé, devant Netflix, puisque ce comportement déclenche l'action, déclenche la pulsion alimentaire. Donc du coup, bien souvent, alors je suis pas comportementaliste, mais j'ai quand même pas mal de notions là-dessus. C'est-à-dire que il faut bien souvent enlever le stimuli pour enlever justement l'action derrière. Donc ça veut dire dans ton cas enlever le fait de manger devant la télé, devant Netflix, puisque c'est quelque chose qui t'ennuie entre guillemets, enfin c'est une routine on va dire que ton cerveau a l'habitude de traiter, donc au bout d'un moment ça l'ennuie puisque c'est plus nouveau, c'est plus une situation nouvelle, donc ça l'ennuie et du coup ça déclenche. Donc généralement faut enlever. Donc ça veut dire que pendant peut-être plusieurs mois, peut-être même années, en fonction du niveau d'ancrage qu'a ton habitude, eh bien il va falloir enlever le fait de manger devant la télé avec Netflix sur le canapé. Alors des fois dans certaines situations, si justement ton comportement n'est pas ancré, tu peux également peut-être changer de moment de la journée, changer de lieu, etc. C'est-à-dire que au lieu de regarder Netflix, parce que si tu aimes regarder Netflix, que c'est ta passion, et bien justement tu peux peut-être remplacer ce comportement après manger je sais pas, avant manger, peut-être dès en rentrant du travail, ou peut-être le matin ou le midi je sais pas si tu peux regarder Netflix le midi ou le week-end, ou tu vois, changer le timing de la journée ou le lieu où tu regardes par exemple Netflix, ça peut aussi ne pas déclencher la pulsion. Donc ça, c'est quelque chose à savoir, c'est quelque chose à tester. Si ni le timing ni le lieu ne changent rien par rapport, par exemple, à ton envie de grignoter, eh bien, il faudra enlever complètement ce stimuli pour enlever l'habitude associée à ce stimuli. Donc voilà. Donc là, je t'ai pris l'exemple de Netflix pour que tu comprennes bien, puisque c'est généralement le truc le plus courant, mais n'importe quel ennui et situation redondante, routinière qui arrive très souvent, ton cerveau, ça va l'ennuyer, donc ça peut déclencher des pulsions. Donc voilà, tu sauras comment te dépatouiller avec tout ça. Autre question de Dorian Bichon qui me met: salut, rien à voir, mais tu mentionnes pas souvent le sport chez les personnes qui ont un travail très physique. Dans mon cas, l'agriculture. Serait-il possible d'évoquer ce sujet? Merci à toi. Ouais, Dorian, je peux évoquer ce sujet, mais en fait, je l'évoque pas souvent, le fait de, voilà, qu'est-ce que ça change si tu as un boulot physique versus un boulot sédentaire, etc. Puisque ça change pas grand-chose, au contraire. Tant mieux si tu as un métier physique ou même très physique, parce que tu auras moins de problèmes de santé au niveau musculo-squelettique, au niveau, on va dire métabolisme, etc.
Donc voilà, tu auras moins de problèmes de santé que quelqu'un qui est sédentaire. Donc ça change pas fondamentalement les choses. Après, du coup, si tu as déjà un boulot très physique, tu peux quand même faire de l'activité physique derrière. Pour moi, ça ne change absolument rien, car quand on parle de boulot physique ou très physique, on parle quand même de quelque chose que tu fais au minimum 7 heures dans ta journée. Là-dessus, normalement, on est d'accord. Ton boulot, tu le fais pas 1 heure et puis après, tu arrêtes parce que tu es trop fatigué. Or, le sport, c'est exactement ça qu'on fait. C'est-à-dire que le sport, l'objectif, c'est de te cramer en une demi-heure, 45 minutes, 1 heure maximum. Justement, dans cette heure ou dans ces 45 minutes que tu t'impartis pour que tu t'octroies pour faire du sport, eh bien, tu es cramé à la fin de ta séance. Par contre, ton boulot, il y a de fortes chances pour qu'au bout de 30-45 minutes, tu ne sois pas cramé. J'espère pour toi, parce que sinon, la journée, elle va être longue. Donc, ça veut dire que forcément, c'est pas la même intensité dans ton boulot physique, entre guillemets, que tu mets dans ton boulot, que tu mets dans ta séance de sport. Donc, c'est très intéressant de varier les intensités et tant mieux pour toi si tu as une faible ou une intensité modérée durant toute la journée, puisque tu arrives à la maintenir quand même relativement longtemps dans ta journée, cette intensité de ton travail. Par contre, le sport, c'est de la très haute intensité et tu es cramé très rapidement et donc du coup, c'est quelque chose que tu peux largement coupler à une activité physique. Donc pour moi, ça ne change absolument rien et tu peux totalement faire les deux et au contraire, c'est bien de faire les deux pour varier les intensités dans ta journée. Une autre question de Thilo Camille qui me met je fais entre 7 et 10 séances par semaine, j'ai 46 ans et comment je fais pour compter mon besoin en protéines. Le besoin en protéines, j'ai largement j'ai largement fait beaucoup de podcasts sur ça, sur les protéines, comment on fait pour perdre du poids, comment on fait pour calculer ce dont on a besoin en protéines, en macros, en calories, etc. Je t'inviterai à la regarder. Mais grosso modo, le fait de traquer tes calories, c'est le meilleur moyen pour justement atteindre ton objectif, savoir de quoi tu pars, de combien de calories tu pars, de combien de protéines tu pars, etc., etc. pour après faire un rééquilibrage alimentaire. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner pour savoir combien combien tu manges de protéines et comment compter ça, c'est de traquer tes calories dans un tracker de calories. Il y a plein d'applications qui existent. Tu tapes tracker de calories sur le Play Store ou l'Apple Store de ton téléphone portable et tu verras qu'il y a plein d'applications gratuites. Voilà. Donc ça, c'est pas très très compliqué à faire. C'est plus de l'autodiscipline à chaque fois que tu rentres un aliment, le noter dans ton application. C'est un peu chiant au début. On fait ça quelques semaines. Après, on a pris l'habitude et quand on a bien l'habitude et on a bonne de connaissances alimentaires, on arrête de le faire et voilà. Et du coup, tu pars avec des bonnes bases solides et des compétences profondes que tu as appris via cette habitude-là. Autre question de Andrea Boris qui me met salut, quel est ton avis sur la glucose révolution? Est-ce que c'est une méthode qui est vraiment efficace pour perdre du poids selon toi? Merci et salutations depuis la Suisse. Salutations à toi aussi, merci pour ton commentaire. Alors là, du coup, effectivement, j'en ai entendu parler de ce livre-là, je ne l'ai pas lu personnellement, donc je ne vais pas m'inventer une vie à te dire un avis d'un truc que j'ai pas lu. C'est quelque chose que je voulais faire, de lire ce livre. Là, ton commentaire m'a motivé à le lire. Je me dis, il y a quand même beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Il faut absolument que je lise ce livre, tout simplement. Ce livre. Donc je le lis, je te donne mon avis. Je pense que dans les prochaines semaines, je ferai du coup, ça pourrait être intéressant de faire un podcast entier sur ce sujet-là. Donc reste bien connecté et tu auras du coup un avis complet en podcast de 15-20 minutes sur ce sujet-là pour savoir ce que je pense de la glucose révolution, même si j'ai déjà un petit avis, parce que j'ai quand même entendu très longuement parler de ce livre-là, mais comme je ne l'ai pas lu, je préfère pas te donner mon avis définitif. Donc je le lis et je te donne mon avis. Autre commentaire de Pierrot qui me met à quel moment s'alimenter avant un match et pendant un match, entre parenthèses tennis, merci. Ça tombe bien Pierrot, parce que moi aussi je me suis mis au tennis, donc je vais t'expliquer comment moi je fais avec mes connaissances que j'ai en termes de nutrition. Donc je me suis mis au tennis il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans maintenant. 2 ans complets. Donc comment je m'y prends et du coup comment tu devrais t'y prendre, mais c'est pareil si tu fais n'importe quel sport, hein, ça va être toujours la même idée. En fait, ce qu'on essaye d'optimiser avant une séance de sport, c'est le fait et surtout dans les efforts d'endurance, ce qu'il y a, c'est que si tu manges pas du tout avant que tu fais ton sport, et notamment les sports d'endurance, au bout d'un moment, tes stocks en glycogène, donc en sucre à l'intérieur de tes muscles, vont être à 0 ou proche de 0. Et du coup, tu vas tout simplement plus avancer du tout. Ça va être très compliqué pour toi de continuer à être à 100% dans ton sport, etc. Donc déjà, c'est pas une bonne idée de partir avec le ventre
vide totalement durant un match. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est justement de manger avant sa séance de sport. Combien de temps avant? Le timing est très important. Pourquoi? Puisque en fait, si tu manges par exemple juste avant de faire ta séance de sport, ce qui va se passer, c'est que, ou ton match de tennis, hein, ce qui va se passer, c'est que forcément, donc tous les aliments que tu as mangés vont se retrouver dans l'estomac, puis dans l'intestin, et c'est quand même des organes, des muscles, et le fait de contracter l'intestin, l'estomac, de digérer au niveau de l'intestin, etc., ça va mobiliser du sang. Ce sang va servir à la digestion. Le problème, c'est que quand on fait du sport, on a aussi besoin de sang à l'intérieur des muscles pour justement continuer à faire des gestes qui soient efficaces et performants. Donc, le corps, malheureusement, il n'a pas assez de sang pour à la fois digérer à 100% et à la fois faire un effort de haute intensité. Donc, il va prioriser ce qui est important ou non. Et là, dans ce cas-là, ce qui est important ou non, c'est la digestion, c'est très important. Ton tennis, il s'en fout. Ok, donc il va mobiliser tout le sang ou la plupart du sang qu'il a à disposition pour digérer. Une fois qu'il a digéré, il va pouvoir faire les tâches secondaires que tu lui demandes de faire. Donc là, ici, faire ton tennis. Donc il ne faut pas trop manger juste avant ta séance de sport, sinon tout le sang il sera mobilisé pour la digestion et pas pour tes muscles et du coup pour ton tennis. Donc c'est le problème. Donc l'idée, c'est d'arriver au début de ton match sur la toute fin de la digestion. Donc ça, c'est un peu variable en fonction de ta capacité de ta digestion. Et ça peut être 2 ou 3 heures avant. Si tu ne veux pas prendre de risque, mange 3 heures avant. Si tu vois que tu as vraiment déjà bien digéré 2 heures avant, ça peut être 2 heures avant. C'est propre à chacun. En tout cas, moins de 2 heures, c'est sûr que c'est jamais le cas. Et c'est 2 ou 3 heures. Pendant la séance, pendant ton tennis, même chose. L'idée, ça va être de manger par petites doses pour justement que ça soit très très rapide à digérer et que du coup ton corps ne mobilise pas l'ensemble de son sang au niveau de la digestion. C'est pour ça que si tu regardes par exemple Roland-Garros ou n'importe quoi, tu les vois manger un tout petit bout de banane à chaque fois à chaque 2 jeux, tu vois, à chaque fois qu'ils retournent sur leur chaise. Et du coup, ils prennent un morceau de banane plus peut-être une boisson à base de protéines pour éviter la dégradation musculaire ou une boisson isotonique pour avoir justement remplacé les minéraux qu'ils ont perdus par la transpiration, etc. etc. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi, puisque du coup, forcément, quand c'est une solution buvable, alors là, tu n'as presque pas du tout de sang qui est alloué à la digestion. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Mais en tous les cas, sinon, pendant le match, petit bout par petit bout, tu te manges ta banane. Et si tu n'aimes pas la banane, tu peux prendre d'autres choses. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très calorique, riche en sucre, que tu peux manger facilement. Voilà, et qui se transporte aussi facilement. Donc voilà. Moi, quand j'ai vraiment les coups de barre, si tu as 3 sets par exemple, où tu as fait déjà 2 sets et que tu as un 3e set à haute intensité, c'est valable pour n'importe quel autre sport, quand la partie dure, on va dire, et que tu as besoin d'avoir d'énergie, ce que tu peux prendre aussi, c'est une pâte de fruits. Les pâtes de fruits, c'est pas du tout bon pour la santé en termes de pur, parce que c'est hyper riche en sucre. Par contre, quand tu es dans un effort comme ça, ce qui va se passer, c'est que le corps va utiliser le sucre qui est présent dans le sang. Donc du coup, tu vas tout de suite dépenser le sucre. Donc là, le fait que ça soit très 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 sucré, la pâte de fruits, ça pose pas de problème puisque du coup, tu vas la consommer pendant ton sport. Donc pas de souci par rapport à ça. Et dans ces cas-là, ça peut être une bonne idée aussi puisque ça représente au gramme, c'est vraiment une bombe de sucre. Donc forcément, le fait que ça soit une toute petite chose à assimiler pour le corps, forcément, ça va mobiliser beaucoup moins de sang. Donc toujours la même idée par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Pierrot. Autre question de Ayoub qui me met bonjour, ça fait 1 an que je m'entraîne en moyenne 4 fois par semaine. J'ai fait une prise de masse où je suis passé de 82 à 90 kg. Et je veux faire maintenant une sèche, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, toujours mes mêmes conseils. Là, en fait, une sèche, c'est rien d'autre qu'une perte de poids. Ok, donc c'est un peu la même chose que je dis tout le temps dans mes épisodes de perte de poids, etc. L'idée de la prise de masse et de la sèche, c'est justement de maximiser la prise de masse musculaire et quand tu fais ta sèche, de minimiser la perte de masse musculaire due à la fonte du poids. Puisque, je te le dis tout de suite, quand tu fais une sèche, automatiquement, tu perds de la masse musculaire. Donc, l'idée justement de la sèche ou de la perte de poids, c'est pareil pour quelqu'un qui est en surpoids, qui voudrait perdre du poids. Tu perds du gras, mais tu perds aussi du muscle. Ok ?
Tu perds de l'eau et tu perds de pas mal de choses, mais voilà, tu perds aussi du muscle. Généralement, les gens préfèrent perdre de la graisse que du muscle. Donc ça va être exactement le même conseil que quelqu'un qui serait en surpoids, etc. Sauf que généralement, c'est plus rapide une sèche puisque tu n'es pas en surpoids et que tu as un métabolisme qui est très très rapide puisque tu as une prise de masse musculaire qui est très importante. Donc généralement, tu peux te permettre plus de choses sur une sèche que sur une perte de poids classique, on va dire. Mais du coup, le travail à faire, c'est de calculer tes macronutriments, et tes calories. Normalement, si tu as fait une prise de masse et que tu as fait une prise de masse saine, tu as calculé tes calories, tes macros. Si tu ne l'as pas fait, c'est une grave erreur. Si tu ne l'as pas fait, tu dois le faire dès à présent. Calculer tes macros et essayer justement de manger le moins de glucides possible, on va dire la semaine, te lâcher un petit peu le week-end pour manger un peu plus de glucides. Et tout en surtout maximisant l'apport en protéines. Là, il faut vraiment se rapprocher des 2 grammes que j'ai parlé en début d'épisode, parce que plus tu vas avoir des valeurs hautes en protéines, le muscle étant composé de protéines, si tu as des valeurs très très hautes en protéines, le corps va être beaucoup moins tenté de dégrader ses propres protéines, donc ses propres muscles, pour perdre du poids. Donc il va plutôt avoir tendance à sécher au niveau des graisses et pas au niveau des muscles. Bon, je te résume vraiment grosso modo comment ça se passe, mais voilà. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour une sèche? Tu baisses tes apports en sucre, en féculents, en tout ce qui est glucides, grosso modo. Les apports en gras, tu les gardes tels quels, et les apports justement en protéines, tu les gardes très très haut et tu essayes de manger le moins de glucides possible. De temps en temps, tu fais ce qu'on appelle un rebond glucidique, tu manges un peu plus de glucides pour relancer le métabolisme, et si tu fais ça pendant quelques semaines, quelques mois, au bout d'un moment, tu vas avoir une sèche qui va être vraiment très très convaincante et tes muscles vont ressortir, se définir, puisque du coup, tu n'auras plus de gras qui sera au-dessus au niveau du tissu adipeux. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va se voir de plus en plus ta masse musculaire que tu as gagnée pendant ta prise de masse. Mais du coup, voilà, grosso modo, c'est à peu près les mêmes conseils que une perte de poids. C'est juste que ça va être plus rapide puisque tu as un métabolisme qui est bien plus haut quand tu as une grosse masse musculaire. Voilà. Autre question de Nat qui me met: pourquoi une montre connectée, s'il te plaît? Est-ce qu'un smartphone, ça pourrait suffire? Donc là, c'est plus pour l'aspect running, je suppose. Oui, du coup, pour l'aspect running, la montre connectée, elle est presque indispensable. En théorie, non, mais en réalité, évidemment que c'est indispensable une montre connectée. Pourquoi? Parce que justement, un téléphone, au niveau de l'allure instantanée, la précision du GPS, c'est pas du tout fait pour calculer une vitesse de course. C'est pas du tout précis un téléphone en termes de vitesse. C'est un téléphone, le GPS, la précision de ton GPS au niveau de ton téléphone, c'est fait pour des allures de voiture, donc c'est très bien quand tu vas à 90 km/h et du coup tu vas pouvoir te dire la différence entre 88, 89, 90. Ça, il sait faire le téléphone. Par contre, le truc, c'est que pour une vitesse de 10,1 à 10,2 km/h, par contre, là, le téléphone, il va être beaucoup moins bon. Or, pour tous ceux qui font de la course à pied, passer d'une vitesse de 10 km/h à 10,1 ou 10,2, c'est pas du tout la même histoire. Quand on doit courir 0,2 km/h en plus par rapport à son allure de base, c'est tout de suite, on sent la différence, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Et ça, ton téléphone, il peut pas te le dire. Il peut pas te te dire précisément comme ça, au dixième près, à quel kilomètre heure tu cours et quelle allure tu cours. Et en plus de ça, il y a un taux de rafraîchissement du GPS qui est beaucoup plus lent sur le téléphone. C'est-à-dire que il y a des quand tu vas accélérer, tu vas avoir un délai de 1, 2, 3 secondes sur ton téléphone, alors que sur une montre, ça va être instantané. Tu accélères, boum, tout de suite, le GPS de ta montre, tout de suite, il te change ton allure. Il n'y a pas de différence et de délai pour que l'allure change. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir une montre connectée, puisque une montre connectée, principalement le 80% du prix de ta montre connectée, c'est le GPS de ta montre connectée.
hein, et aussi le marketing, mais surtout le GPS, et du coup c'est hyper précis, et du coup l'allure est instantanée, etc. En plus de ça, il y a une facilité d'utilisation de la montre, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de regarder une montre à son poignet que de déverrouiller ton téléphone, de regarder à l'allure que tu cours, etc. Et si tu déverrouilles pas ton téléphone et tu le laisses déverrouiller, enfin que si tu le laisses déverrouiller, du coup il peut te mettre des trucs dans tous les sens et du coup ça peut te changer tes menus, etc. Enfin voilà, c'est un peu chiant, hein, on va pas se cacher, c'est quand même beaucoup plus facile une montre connectée. Et en plus, ça peut te dire ton tracker ça peut traquer ton niveau de forme, ça peut te dire comment tu dors, si ça va bien, si ta charge d'entraînement est trop élevée pour éviter les blessures, etc. Donc c'est toujours très sympa. En tout cas, une montre connectée sur plein d'aspects, c'est vraiment très très bien. Donc je te conseillerais, Nat, d'investir dans ça. Maintenant, à autour de 200 €, voire un peu moins, tu peux vraiment avoir des très bonnes montres connectées, chose qui n'était pas du tout possible avant. Fallait vraiment mettre 400, 500, 600 € pour avoir quelque chose de correct haut de gamme, on va dire, pour préparer un semi ou un marathon, tu vois. Donc maintenant, même pour des triathlètes qui seraient des efforts de plus longs de 4 heures, même une montre à 200 €, ça fait largement le travail. Donc c'est quand même beaucoup plus abordable, surtout si c'est quelque chose que tu fais souvent de courir. Donc voilà, ça reste ok. Donc autre question de Masueko qui me met: comment réduire les graisses qui se stockent au niveau du ventre. Alors j'ai déjà fait un podcast très complet dessus. Les 3 choses que je pourrais te dire, même les 4 choses que je pourrais te dire pour éviter les graisses au niveau du ventre, donc qu'on appelle graisse viscérale, qui se stocke au niveau des viscères. Donc ça, c'est de la graisse qu'on veut pas, tant pour l'aspect esthétique que pour l'aspect purement santé. C'est pas du tout la même chose d'avoir de la graisse au niveau des cuisses qu'au niveau des viscères, hein. C'est pas la même graisse et c'est pas la même conséquence pour ta santé. Donc la graisse viscérale, comment on fait pour la réduire? Premièrement, on évite les pics d'insuline, ok, donc on évite tout ce qui est indice glycémique très élevé, etc., ou grosse quantité de glucides à chaque repas pour éviter les pics d'insuline. Deuxième chose, on essaye de manger des bonnes graisses, ok. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, privilégier l'oméga 3, oméga 9 et délaisser un peu tout ce qui est oméga 6. Troisième chose, faire du sport, ok, pour augmenter ta dépense calorique. Et quatrième chose, ne pas être en surplus de calories tout le temps, hein. Si tu as de la graisse au niveau du ventre, il y a fort à parier pour que tu manges plus que ce que ton corps a besoin. Donc au bout d'un moment, il va stocker un peu partout et au niveau du ventre. Donc il faut essayer de limiter ça. C'est très très vague comme sujet. Je l'ai déjà traité, mais j'ai un épisode complet là-dessus, de mémoire dessus. Mais voilà, donc grosso modo, les 4 points à respecter pour essayer de limiter la graisse au niveau du ventre. Le principal étant de manger ce dont on a besoin et pas plus que ce qu'on a besoin, donc de faire un rééquilibrage alimentaire. Et dernier épisode de cet épisode foire aux questions, c'est de Katia Larachi qui me met: bonjour, est-ce que les fruits sont considérés comme des sucres rapides? Merci. Donc les fruits, est-ce que c'est considéré comme sucre rapide? Ça dépend quel fruit, ça dépend quelle chose. De manière générale, j'ai envie de te dire que les fruits ont un indice glycémique que je pourrais dire moyen, ok, puisque soit ils ont un indice glycémique qui est très élevé, mais la charge glycémique est très basse, ok. Par exemple, je reprends l'exemple de la pastèque. La pastèque, c'est un indice glycémique qui est très élevé, donc on pourrait se dire que si on mange beaucoup de pastèque, notre pic d'insuline va monter en flèche et du coup, ça va pas du tout être bon pour le corps. Notre pic de glycémie et du coup, la réponse au niveau de l'insuline, pardon. Donc, on pourrait se dire ça, sauf que la charge glycémique de la pastèque est très faible. Pourquoi? Parce que la pastèque, avant de manger 500 grammes de pastèque pure, il faut y aller, hein, quand même. C'est pas donné. Donc, en fait, la pastèque ne fait pas tant évoluer la glycémie que ça. Alors, elle fait quand même monter la glycémie, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais comme il y a beaucoup d'eau, que c'est un aliment qui est très, très peu dense, donc il faut manger beaucoup de choses avant d'avoir quelque chose, ok, grosso modo, et bien du coup, forcément, ça va pas faire monter tant que ça ton insuline. Donc, pour schématiser, les fruits, on va dire que c'est plutôt moyen, puisque en termes d'indice glycémique, pourquoi? Parce qu'il y a des fibres dedans qui ralentissent la digestion, ok. Donc, par contre, c'est pas du tout la même chose de prendre des fruits entiers que des fruits pressés, donc des jus de fruits. Pourquoi? Parce que quand on vient mixer des fruits, ça vient casser les fibres qui ne ralentissent plus la digestion alors que de base, ils ralentissaient la digestion. Donc, les sucres vont arriver d'un coup dans le corps
au lieu d'être ralenti par les fibres, les fibres des fruits. Et donc forcément, ça te fait monter hyper haut ta glycémie. Alors que des fruits entiers ne font pas monter tant que ça haut la glycémie, sauf à moins de se gaver toute la journée de fruits. Donc attention aux jus de fruits. Par contre, les fruits entiers, on va dire que c'est plutôt moyen, c'est-à-dire que tu peux en consommer. Tout dépend, après je te dis ça, tout dépend de ta situation. Si tu es déjà en surpoids plus, essaye de voir si tu peux pas essayer de les limiter au maximum, puisque ça reste quand même des choses qui est très caloriques de manière générale, même si ça reste des bonnes sources de glucides, hein. Mais les fruits, généralement, c'est un petit truc plaisir qu'on se prend en plus. Parfois, on peut peut-être essayer de le limiter. Enfin voilà, ça dépend de ta situation, mais grosso modo, généralement, tu peux en prendre de façon modérée. Ça va pas avoir tant que ça d'influence sur ta composition corporelle, si tu n'en abuses pas trop, mais c'est quand même à pas trop en abuser. Voilà, donc c'est à limiter. C'est-à-dire que c'est quelque chose de plaisir. Tu peux en consommer, mais il faut pas en consommer toute la journée. Voilà, en vrai, j'ai fait le tour de toutes les questions qui m'avaient été posées sur Spotify. Donc si tu veux que justement je te fasse un épisode foire aux questions, le 4e, avec ta question, où tu as une question sur le sport et la nutrition, voilà. Pose ta question dans l'onglet adéquat chez Spotify. En dessous de cet épisode, il y a marqué commentaire. Tu peux commenter. Je lirai ton commentaire, je le publierai et je ferai un épisode spécial foire aux questions 4. J'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4, 5, 6, 7 mois, je ne sais plus, le foire aux questions 2. Je vais essayer, s'il y a beaucoup de questions, dans 1 ou 2 mois, de refaire une foire aux questions. Si vraiment il y a beaucoup de questions. S'il n'y a pas de questions, je ne répondrai pas. Donc si tu as ta question, n'hésite pas à le faire et je te ferai un épisode complet là-dessus. Voilà. D'ailleurs, merci à tous ceux sur Spotify qui ont mis 5 étoiles sur Spotify, qui participent, qui commentent, qui machin, qui truc, puisque on est dans le top 200 des plus gros podcasts français. Donc Sport Santé Nutrition a fait une nouvelle apparition dans ce top 200 et une apparition plutôt fracassante puisque on est largement bien dans le top 200 puisqu'on est 120 à l'heure où on se parle. Donc on est dans le top 120 des plus gros podcasts français. Donc c'est vraiment très bien, étant donné que je suis indépendant, je ne suis pas une radio ou une grosse régie, etc. Donc j'ai pas forcément autant de moyens que d'autres et on arrive quand même à être dans ce top 200 de Spotify, donc c'est vraiment très très bien. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui partagent, qui en parlent aussi de ce podcast autour d'eux, puisque ça fait grandir la communauté et du coup forcément ça te permet de te faire repérer par Spotify et les autres plateformes. Donc merci à tous ceux qui le font. Tu peux aussi participer à cette ascension fulgurante en mettant 5 étoiles sur Spotify. Sur Apple Podcast, c'est aussi possible. On est toujours bien classé sur Apple Podcast, mais c'est aussi possible de me soutenir en écrivant un avis sur l'émission, en mettant 5 étoiles sur l'émission. Ça me soutient énormément. Et dernière chose avant qu'on se quitte, si tu souhaites perdre du poids et que tu es actuellement à plus de 5 kg de ton poids de forme, que tu veux perdre plus de 5 kg justement pour te rapprocher de tes objectifs et que tu es à la recherche d'une solution qui soit à la fois rapide, personnalisée et aussi efficace pour perdre du poids. Ce que je peux te conseiller, c'est justement de te faire accompagner par moi. Okay, je peux t'accompagner dans ton parcours de perte de poids et ce que je propose chez Sport Santé Nutrition, c'est des solutions qui sont hyper personnalisées. C'est-à-dire que je m'occupe de ta nutrition, de ton rééquilibrage alimentaire, je m'occupe de ton plan d'entraînement où je te propose des entraînements qui soient de la musculation ou du running, vraiment hyper personnalisé pour ta morphologie, pour ton objectif, pour le temps que tu disposes, pour le matériel que tu disposes, etc. etc. Donc, je te fais vraiment des séances très personnalisées pour te permettre d'atteindre ton objectif de perte de poids. Et en plus de ça, tu as un soutien sur WhatsApp 7 jours sur 7 et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Donc si avant 30 jours, tu n'es pas satisfait de l'accompagnement et des résultats que tu as, eh bien je te rembourse ce que tu as avancé dans ton accompagnement, ton coaching perso. Donc si ça t'intéresse de te faire accompagner, eh bien tout simplement tu as en dessous de cet épisode un petit lien où tu as un petit questionnaire à répondre pour accéder au bilan de forme offert, où on se pose pendant 30 minutes pour qu'on définisse un peu ton objectif et en combien de temps tu peux atteindre ton objectif physique. Donc voilà, tout ça se passe en description.
de cet épisode ou sur mon site sportsanténutrition.com. Tu tapes Sport Santé Nutrition sur Google et c'est le premier site normalement. Et aussi, tu peux voir mes offres d'accompagnement à distance. Voilà, donc merci à vous pour votre soutien et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.